Bonjour Daniel, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous de m'avoir et invité. on peut se tutoyer. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle Talkfink Media. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Ramzani Daniel, j'ai 25 ans et je travaille dans le secteur privé dans une société qui fait de la prestation de services pour entreprises. D'accord. Nous t'avons invité parce que tu t'intéresses un peu trop aux Ouais, héros noirs, exactement, ouais. à l'histoire en général. Donc on parlera des héros en question, de ton intérêt par rapport à l'histoire et à l'engagement des jeunes en général. J'ai remarqué ces derniers temps, je ne sais pas, peut-être que tu vas me contredire, j'ai remarqué que des jeunes, de plus en plus s'intéressent, des jeunes d'origine africaine bien sûr, qui s'intéressent de plus en plus à l'histoire africaine, qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. Je me demande, est-ce c'est juste pour connaître le monde, connaître l'Afrique, parce qu'on a envie de la transformer, ou bien parce qu'on n'a plus de repères. Alors c'est un message envers l'Occident, envers la France, pour dire on en a marre de Rousseau, on en a marre de Voltaire, on en a marre de Montesquieu, on va un peu creuser chez les Africains, quoi. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est vrai que depuis quelques années, depuis un long moment, on assiste à un grand vent du panafricanisme qui est en train de toucher surtout la jeunesse. Et je pense que dans un premier temps, on s'y intéresse tout simplement parce que la jeunesse aujourd'hui, elle est de plus en plus cultivée, elle cherche de plus en plus à acquérir des connaissances. Et forcément, quand on est en train d'essayer d'apprendre à connaître, on est dans une démarche d'épanouissement, forcément, il vient un moment où on est en train de se poser la question à la recherche de soi-même, de où on vient. Et forcément, en tant que nous-mêmes issus de la diaspora et venant d'Afrique, le où on vient, il nous ramène forcément sur l'Afrique, peu importe le pays. Ce qui fait que chaque personne, un peu à sa manière, va tenter de savoir ce qui s'est passé, de connaître l'histoire, mais aussi de se rapprocher de cette culture, que ce soit en entreprenant ou que ce soit en allant directement, comme tu l'as évoqué, vivre en Afrique dans le but d'aider la communauté ou de faire prospérer son pays. C'est quelque chose qui est là depuis un moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup la jeunesse enfin, ça se manifeste plus, mais si on retourne dans le passé, à l'époque de Cheikh Anta Diop, et même avant, on l'a vu avec les prédécesseurs qui ont fait en sorte que l'indépendance prenne forme dans les différents pays d'Afrique. C'est un courant qui, je pense, a toujours plus ou moins été là. Mais aujourd'hui, on le voit beaucoup parce que déjà, c'est l'heure du numérique. Donc, tout ce que l'on vit, toutes les pensées sont forcément exposées au monde entier. Et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à avant, et plus que jamais dans l'histoire, il est possible de réussir, en fait, comment dire, l'ascenseur social aujourd'hui, il est accessible pour tout le monde. Il y a quelques années, c'était dur d'entreprendre. Aujourd'hui, on peut créer un site internet et devenir très riche. On peut faire une application qui va marcher. Et aujourd'hui, c'est plus facile d'entreprendre, d'ouvrir une société quand on a une idée en tête, surtout quand nous, on vit en Europe. C'est plus facile d'avoir un impact sur la société. Et de ce fait-là, je pense que la jeunesse, une fois qu'elle est éprise d'un sentiment d'amour pour le continent africain et qu'elle se met à entreprendre, forcément, aujourd'hui, il y a plus de visibilité, il y a plus de personnes qui en sont conscientes. Et c'est vrai que nos parents, nos pères plutôt, qui eux avaient eu plutôt le désir de venir en Europe dans le but de nous donner une vie meilleure, entre guillemets, parce que la vie est très bien en Afrique. Nous, à l'inverse, la jeunesse, on est en train de vraiment faire un sursaut, en fait. On est en train de retourner en Afrique avec tout ce qu'on a acquis ici, parce que ce serait mentir de faire le distinguo. Il y en a beaucoup qui prônent le panafricanisme au détriment de la France et de l'Europe. Moi, j'ai toujours dit, et je n'aurais jamais honte de dire que la France est un beau pays, c'est un pays que j'aime. Et il ne faut pas forcément faire l'amalgame. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on va choisir plutôt de rentrer en Afrique parce qu'on en a marre de la France, parce qu'en France on est rejeté? Ce serait faux et hypocrite de dire ça, parce que la France est un pays où il y a énormément de justice et qui donne énormément d'opportunités. Et en disant ça, ce serait dire que l'Afrique est un second choix, parce que la France, c'est pas bien, parce qu'on en a marre.
on choisit d'aller en Afrique. Donc non, l'Afrique, on y va parce que l'histoire est belle, l'histoire est fascinante. En connaissant l'histoire de l'Afrique, on en apprend plus sur beaucoup de civilisations, parce que l'Afrique, elle a influencé énormément de civilisations jusqu'à aujourd'hui. Même la France, elle est beaucoup inspirée de Rome. Rome elle-même a pris beaucoup de sources dans l'Égypte. Et puis l'Égypte, on sait que fondamentalement, l'Égypte, elle était noire. Après, à partir de Ramsès II, on sait qu'il y a eu une période plus ou moins de transition, mais on est inspiré de l'Afrique. Et donc, quand on veut savoir d'où on vient, on est obligé à un moment ou à un autre forcément de revenir sur l'Afrique. Et vu que aujourd'hui Et je te coupe rapidement. Ouais. Oui, je vois très bien des jeunes qui s'intéressent énormément à l'Afrique, à l'histoire, à l'Afrique en général, Ouais. et qui sont ici, installés ici. Ils en parlent sur les réseaux sociaux, ils bougent toujours un peu ici. J'ai posé la question dernièrement à quelqu'un, est-ce que ce n'est pas mettre le tabouret un peu plus loin du piano? Alors, il faut faire une démarcation. Ouais. Il y a des personnes qui ils veulent aider l'Afrique, ils veulent changer l'Afrique, et ils n'ont pas forcément pour projet à court terme ou tout de suite de se déployer directement sur le continent africain. Et en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est que la jeunesse, qu'elle soit en Afrique ou qu'elle soit en Europe, ce qui compte, c'est ce qu'elle veut faire. Si une personne est née en France, un jeune est né en France, a grandi en France, a grandi avec les valeurs de la République française et a acquis les connaissances en majorité grâce à la France, que cette personne, que ce jeune qui se sait africain, qui se revendique africain, décide de donner tout ce qu'il peut donner comme amour à la France, à l'Afrique, mais de rester vivre en France, c'est un choix qui, pour moi, n'est pas forcément l'idéal, mais c'est un choix qu'on ne peut pas condamner tout simplement parce que la personne, elle fait ce qu'elle veut dans un premier temps, mais aussi parce que la personne, si elle est née en France et qu'elle a grandi avec les valeurs de la République française et que pour elle, sa place est en France, forcément, c'est un choix de vie, c'est un choix que la personne a fait. Mais au contraire, il y en a énormément aujourd'hui, moi j'en connais beaucoup et je sais parce que j'en fais partie, beaucoup de gens de mon entourage qui prévoient de rester en France pendant un temps, mais qui savent très bien que l'âge d'or de leur vie, c'est de retourner en Afrique. Et la fin de leur vie... Qu'est-ce que l'on attend? On attend quoi pour retourner? On attend peut-être d'avoir une condition peut-être plus stable pour certains. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je retournerai en Afrique, c'est pour apporter de la productivité. On parle des héros de notre pays. Je veux que mon nom soit cité parmi les personnes qui ont fait avancer d'une manière ou d'une autre leur pays. Et donc moi, comme beaucoup d'autres personnes, je le pense, on est d'abord en France parce que la France, comme je l'ai dit, c'est un pays qui est magnifique et qui donne beaucoup d'opportunités. Et ce que je veux et ce que beaucoup veulent, c'est acquérir une certaine stabilité. Parfois, certains parlent ici en France d'un racisme qui est systémique. Il y en a qui parlent d'un racisme en France, c'est vrai. Mais à ces personnes-là, je leur dirais tout simplement de prendre l'avion et d'aller dans des pays... on ne va pas tous commencer à les citer. Il y a des pays qui sont beaucoup plus racistes que la France. Il y a des gens qui font le parallèle entre la France et les États-Unis. Là encore, ça n'a rien à voir. Là où les États-Unis est un pays qui s'est limite bâti sur le racisme, la France, ce n'est pas le cas. La ségrégation qu'il y a eu aux États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a jamais eu de manière officielle en France. Et donc, il faut savoir aussi regarder ce qu'on a aujourd'hui. Je sais que moi, comme beaucoup de personnes de mon entourage, on est venu en France, on a grandi en France, on a fait nos études en France, la France nous a permis d'ouvrir des entreprises, de travailler, nous a permis à beaucoup de personnes d'avoir une réussite sociale. Et de dire que la France est un pays raciste, c'est faux. Il y a des racistes en France, il y a du racisme en France qu'il faut combattre et qui est combattu légèrement ou plus rudement, d'accord, mais de prendre la France et de tout mettre sur le dos du racisme, c'est faux. La France n'est pas un pays qui est raciste. Il y a des racistes en France. Mais si on se sert à chaque fois de ça comme excuse, parce qu'on n'a pas pu réussir telle ou telle chose, parce qu'on est raciste ou parce qu'on met deux bâtons dans les roues, le problème, c'est pas que la France est raciste, le problème, c'est ce que nous, on fait. Et donc, à ces personnes-là, je pense qu'il faut
elle puisse trouver la force, entre guillemets, de surpasser cela, même si au cas par cas, c'est vrai que c'est un discours qui peut être pris plus ou moins à la légère. C'est vrai, c'est un autre débat, on en reviendra Ouais, une c'est fois assez- avec des gens qui sont très intéressés sur le sujet. Euh, Et toi, personnellement, quand tu t'intéresses à l'histoire africaine, quand tu lis, tu sélectionnes tes livres, est-ce que tu regardes si l'écrivain est un noir ou blanc, ou c'est le sujet qui t'intéresse en général? Alors, bah, pour l'histoire de l'Afrique, Mm. ça aussi, c'est un sujet qui fait beaucoup de débats. Et moi, je dirais que non. Déjà, si on parle du sujet de l'Afrique, hein, parce que Mm. bien entendu, si on parle d'un livre en général, il faut être stupide pour se dire je veux lire que des personnes noires ou que des personnes blanches. En littérature en général, on prend le livre qui peut t'apporter le plus. Si demain je veux lire un livre en économie, je veux prendre le livre qui va me donner le plus de savoir. Si le livre d'une personne blanche, peu importe, peut m'apporter plus de savoir et de choses concrètes que le livre d'une personne noire, je vais prendre le livre d'une personne blanche. Mais si on parle de l'histoire de l'Afrique, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont nous dire que l'Afrique doit être racontée par les Africains parce qu'on en a marre de se faire raconter notre histoire par d'autres. Et sur ça, moi, je suis d'accord. Mm. Mais il y a une autre chose que j'aime, et c'est le côté que j'ai beaucoup eu parce que j'aime beaucoup la science, et c'est le côté qui est très scientifique, c'est que il faut la véracité dans les propos. Aujourd'hui, si une personne noire vient et me dit quelque chose sur l'Afrique et qu'une personne blanche me dit une autre chose sur l'Afrique, ce que je vais chercher, c'est pas entendre ce que la personne noire dit, c'est savoir celui qui a raison. On a des personnes qui sont blanches, qui connaissent l'Afrique bien mieux que énormément de personnes noires. Alors, je pense à Monsieur Fauvel qui a fait un livre, le Rhinocéros d'or, qui aujourd'hui, pour beaucoup, bon, ça fait débat comme toujours, mais pour beaucoup, c'est un livre qu'il faut lire parce que elle en apprend énormément. Et même, enfin, il y en a énormément pour les citer. À une époque, je travaillais avec France Volontaire et j'étais souvent à l'accueil avec une personne et on échangeait régulièrement. C'était une personne, elle était blanche et je pense que cette personne aimait le Sénégal plus que beaucoup de Sénégalais. Et si cette personne avait passé la majorité de sa vie au T'es Sénégal, sûr de ce que tu je suis dis? sûr, bien sûr, je suis sûr et certain. Vous, en fait, moi, j'ai ma copine qui, jusqu'à il y a quelques temps, elle était une amoureuse du Japon. Elle aimait le Japon comme personne n'a jamais aimé le Japon. Et elle n'est pas japonaise, mais j'ai vu des Japonais qui ne se sont jamais souciés de leur histoire comme japonais. Il y a des personnes que je connais, moi, aujourd'hui, quand je leur parle de l'histoire de l'Afrique, c'est bon, laisse tomber avec l'histoire de l'Afrique. Ouais, les Noirs, enfin voilà. Chez nous, on a trop de problèmes. Je m'en occupe pas, c'est pas mon problème. Et il y a des personnes blanches qui ont dédié leur vie à l'Afrique. Il y en a aussi, ça existe. Donc je vais sélectionner les livres que je vais lire sur l'histoire de l'Afrique par rapport à ce qui est vrai, par rapport à ce qui est plus ou moins acté, parce que c'est de l'histoire. L'histoire, on n'était pas là, personne ne Pardon, pourra je dire te que coupe c'est encore, vrai. mais le contraire n'est pas toujours vrai. Non, le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des Africains experts de l'Occident et puis qui sont entendus par les Occidentaux. Non, mais ça, c'est vrai, mais comme je le dis, c'est pas parce que il y a les faux font comme les vrais qu'il faut forcément dire aux vrais que oui, parce que les faux, ils sont en train de faire des vrais, on ne pourra pas vous écouter. C'est-à-dire que si demain, on me dit, c'est vrai que si un Africain veut raconter aux Occidentaux leur histoire, on ne l'écoutera pas, c'est vrai. Sur ça, on va me dire que c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que juste parce que ce cas de figure bien précis, il existe, si demain une personne, par exemple là, aujourd'hui là, il y a une personne qui rentre ici, elle est blanche, d'accord, elle a grandi en France, français de souche, comme certains disent, et que cette personne-là, on sait que tout ce qu'elle va nous raconter sur l'Afrique, ça va être vrai, ça va être véridique, c'est la vraie histoire. Et on a une autre personne qui rentre et que cette personne, elle est noire. Et qu'on sait que elle, ce qu'elle va nous raconter, ça va pas être vrai. On va pas choisir la personne noire tout simplement parce qu'elle est noire. On va choisir la personne qui va nous dire les choses qui sont vraies et qui sont concrètes. Donc là, à ce moment-là, beaucoup de personnes qui regardent peuvent se dire mais il est pro-blanc. Mais en fait non, c'est pas être pro-blanc, c'est pas être pro-occidental. C'est juste que dans la recherche de la vérité, dans la recherche de l'histoire, on a besoin de choses qui sont concrètes. Et donc moi, j'ai pas de problème à lire une personne, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle vienne de Chine, peu importe son vécu, tant que ce qu'elle dit, c'est ce qui s'est vraiment passé, tant que ce qu'elle dit est vrai, tout simplement.
Je me permets de faire quand même l'avocat du diable. Hein. Oui. Quand tu dis une personne, qu'elle soit blanche, qui parle de l'Afrique, oui, elle peut avoir des vérités là-dessus. Oui. Mais parfois, ces vérités peuvent être filtrées, peuvent être Oui, non, dans mais un oui. prisme. Non, mais après, ça, ouais. c'est au cas par cas. C'est avec des si, les si, on refait le monde, c'est vrai. On peut pas savoir si une personne, ce qu'elle dit est filtré. Moi, je parle d'un cas de figure où on sait que la personne, ce qu'elle dit, c'est véridique. Maintenant, si il y a une personne noire et une personne blanche et que les deux, on ne sait pas ce qu'elles disent, forcément, la situation est plus compliquée. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas spécialement chercher à aller voir la personne noire parce qu'elle est noire. Il faut chercher à aller voir la personne qui a raison. Et donc, moi, j'ai pas de problème au fait qu'il faut soutenir notre communauté. Et il faut le faire. Il y a des personnes qui travaillent vraiment, il faut leur donner des coups de pouce. Mais il faut aussi chercher à faire les choses bien. Et donc, à aller vers les personnes qui ont des vérités qui sont concrètes, des vérités qui peuvent aider à avancer et des vérités qui pourront faire en sorte que les questions que nous avons, les choses que nous devons régler, soient réglées. Et pas l'inverse. D'accord. Parlons un peu de tes références. Quels sont tes héros? Vu que tu aimes l'histoire, tu regardes un peu trop héros. Quels sont tes héros? Alors, et pourquoi? Des héros, il y en a beaucoup. Des héros, il y en a beaucoup. Et je pense que si on prend ne serait-ce que l'histoire de l'Afrique, il y en a pour certains, ils parleront de Shaka Zulu, d'autres parleront des Keïta, avec Soundiata Keïta, avec Moussa Keïta, qui d'ailleurs lui a fait de l'âge d'or de l'Empire du Mali. Après, voilà, plus récemment, on aura Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Frantz Fanon. Mais moi, il y a une personne, souvent quand on me pose cette question, je réponds le nom d'une personne qui vient de mon pays. Et souvent, les personnes sont comment dire, sont un peu bouche bée. Parce que moi, la personne que je prends comme référence dans le panafricanisme par les actes qu'il a fait, pas forcément par tous, mais c'est Mobutu Sese Seko. Ah bon? Oui, exactement. L'ancien président, chef du Zaïre. Mais je veux dire pourquoi. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ils sont en train ils tombent dans l'imagerie. D'ailleurs, il faut noter que je ne suis pas le seul à revendiquer la puissance du Zaïre et à comment dire, et à avoir... Parce que tu supposes que les Zaïre étaient puissants. En fait, ce que je suppose, c'est que le Zaïre, il était puissant. Mais je ne parle pas forcément d'une puissance sur l'échiquier mondial, même si ça encore, c'est à débattre. Ce que je veux dire, c'est que le Zaïre, il était puissant culturellement. Parce que une personne comme Mobutu, il faut savoir que Mobutu, on ne va pas soutenir les dérives totalement, voilà, totalitaires, les choses excessives, les pendaisons publiques, etc. Ce n'est pas ça qu'on retient, enfin, ce n'est pas ça qu'on on prend parti pour Mobutu à cause de ces choses. Ça, c'est faux. Ce que moi je retiens de Mobutu et ce pourquoi Mobutu est une référence pour moi en tant que Congolais, c'est parce que Mobutu, lorsqu'il fait la zaïrianisation, ce qu'il fait, c'est un des actes les plus panafricains et les plus puissants qu'on peut faire en tant que chef d'État. C'est la même chose que Thomas Sankara avait fait au Burkina Faso. À l'époque, c'était la haute Volta. Et Mobutu, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et il dit, à partir d'aujourd'hui, vous vous appellerez plus Jean, Didier, etc. Vous allez prendre des prénoms, des noms qui sont en adéquation avec notre histoire. Aujourd'hui, telle personne qui s'appelle François, il n'y aura plus de François chez nous parce que nous, dans notre histoire, le François, il vient pas d'ici. Bon, ça va rappeler certains, un candidat de la présidentielle de cette année en France qui voulait lui aussi changer les prénoms. Mais il faut dire que, en fait, il y a une culture. Mais il a été contredit. Non, mais... non, on revient, on en parle. Parlons des Zemmour. Quand il dit qu'un Français ne doit pas s'appeler, ne doit pas avoir comme prénom, c'était qui la dame celui, il a dit qu'elle devait s'appeler Corinne. Ouais, elle devait s'appeler Corinne et non, par exemple, Absatou. Ouais. Ça crée polémique. Ça crée une polémique, bien sûr. De l'autre côté, Mobutu qui dit qu'un Congolais ne doit pas s'appeler... c'est de l'extrême aussi. Il n'y a pas d'une personne qui doit s'appeler ou qui ne doit pas s'appeler. Et puis là encore, les cas de figure sont différents.
l'Afrique, on parle d'un pays qui, comment dire, qui a un besoin de renouer avec son identité. L'Afrique a perdu son identité, c'est-à-dire que pour beaucoup, l'Afrique n'a pas de Moyen-Âge. L'Afrique n'a pas d'histoire. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que donner aux enfants qui vont naître des prénoms qui sont purement et simplement de notre territoire, qui sont de notre civilisation, ça fait perdurer notre histoire en fait. Ça donne une puissance culturelle. Parce que si on laisse chaque personne s'imprégner des valeurs occidentales, dans 50 ans, le Congo, c'est pareil. C'est ce que je dis, c'est que dans le phénomène de la zéréanisation, dire tout comme Thomas Sankara, dire aux gens on va plus porter le costume classique occidental, mais on va mettre la Lacoste. C'est des actes. Je suis d'accord avec toi. Mais oui. Je suis d'accord avec toi que les Africains, les Congolais s'appellent Mobutu, je sais pas quoi. Ouais. Mais on doit laisser la liberté aux gens d'appeler d'appeler leurs enfants comme ils veulent. On doit laisser la liberté aux gens de... On ne doit pas imposer, dire qu'il n'y aura plus des prénoms, il n'y aura plus des gens au Congo. On doit laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Sur ça, on est d'accord. Sur ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut aussi être réaliste. C'est que si demain, par exemple, tous les Congolais veulent, je sais pas, on donne un exemple fou, on dit que tous les Congolais veulent que le Congo ça devienne la France par exemple, que le Congo ça devienne, je sais pas moi, les États-Unis. Il y a certaines choses en fait où il faut prendre les devants. Et ce n'est pas mauvais de le dire, parce que on prend l'exemple de Mobutu et on retient souvent parce qu'on l'associe aux choses sanguinaires qu'il a pu faire. Mais il faut pas oublier que Thomas Sankara, qui pour beaucoup est une référence saine du panafricanisme, a fait la même chose. C'est-à-dire que Thomas Sankara, il avait dit lors d'une conférence, je ne sais plus laquelle, je suis arrivé avec des gens de ma délégation, des gens de mon pays, et sur nous, vous ne trouverez pas un seul coton français. Tout est local. C'est bien de laisser les gens s'habiller comme ils veulent, c'est une liberté. Mais au bout d'un moment, quand vous voulez que les gens se renouent avec la culture, il y a des choses qu'il faut imposer. Alors, je ne suis pas en train de dire que je soutiens Zemmour quand il dit qu'il faut qu'on change de prénom. Mais c'est à peu près ça. Il y a des choses qu'il faut imposer. Non. C'est à peu près ça. Non. La France, elle a son identité, elle a son histoire. La France aujourd'hui, c'est un pays qui a sa culture à elle, mais qui a une diversité qu'il n'y a pas au Congo. Non, mais en toute liberté, aujourd'hui, en France, on voit des parents appeler leurs enfants, des parents d'origine africaine, appeler leurs enfants Elikia, Kiara. Bien sûr. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que moi, ce que je dis, c'est que quand Mobutu, il dit aux gens en Afrique, il faut que maintenant vous ayez un prénom qui soit de notre culture. Il faut que vous mettiez des vêtements qui soient en adéquation avec notre culture. Il faut que, par exemple, au lieu de parler le français, vous parlez le lingala. C'est vrai, c'est forcé. C'est forcer les gens, on peut dire ce qu'on veut. Oui, ça va forcer les gens, etc. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que ça sert notre culture. Et que si, dans 30 ans, au Congo, moi d'ailleurs, je rêve d'un Congo où on ne dira plus... où l'administration, ce sera en lingala, par exemple. Oui, moi, tout à fait d'accord, mais il faut enrichir la culture et que cela attire les gens, mais pas imposer aux gens. Non, mais il faut, en fait, demain, un président, qu'est-ce qu'il fait le président? C'est qu'il y a des choses que tu vas pas imposer, il y a des choses, tu vas faire une loi parce que les choses doivent être comme ça. Si tu laisses tout le monde, moi ce que je dis souvent, c'est que la liberté totale, c'est le chaos. Tu peux pas dire aux gens, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Il faut un cadrage, il faut quelque chose. Un pays comme l'Afrique, un continent comme l'Afrique, si aucune personne ne vient pour imposer des choses et des règles claires, l'Afrique ne se relèvera jamais. Il faut qu'il y ait un moment où des choses soient imposées. Je ne suis pas en train de prôner la dictature. Je pense qu'il y a juste certaines choses qui doivent être faites de manière à ce que notre culture, notre histoire soit un peu plus mise en valeur aujourd'hui, notre langue soit un peu plus mise en valeur. Et ça, c'est des choses qui sont propres au Congo. En France, c'est des choses qui ne s'appliquent pas parce que ce n'est pas le même contexte. C'est la même chose que le racisme en France et aux États-Unis. C'est des choses qu'on ne peut pas mettre sur le même pied et comparer parce que c'est des choses qui ne se comparent pas.
Et pareil, en Afrique aujourd'hui, si on me dit que on fait des choses pour renouer avec notre culture en Afrique, c'est quelque chose que je soutiendrai. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je soutiens Éric Zemmour quand il demande aux gens de changer de prénom. Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose que je ne soutiens pas dans la France d'aujourd'hui. La France aujourd'hui, c'est un pays qui a qui est multiculturel, qui a une diversité qui est immense, qui reçoit des gens de partout. Et aujourd'hui, si on fait le portrait, par exemple, de l'équipe de France, on va voir qu'il y a de toutes les nationalités. C'est ça qui fait la puissance de la France. Et aujourd'hui, on ne peut plus venir et imposer à la France de garder que des noms français, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça la France. C'est parce que la France a accepté, la France a voulu qu'aujourd'hui, il y ait cette biodiversité, entre guillemets. En Afrique, on a encore des choses à construire. Et c'est pas pareil. On ne peut pas comparer, en fait. C'est pas du tout pareil. D'accord. T'es croyante? Es-tu chrétien? Je suis croyant, oui. D'accord. Quelqu'un m'a dit nous devrions plutôt célébrer les gens comme Sankara, Lumumba, à la place de Jésus, parce que ce sont des gens qui nous sont proches et ils sont morts réellement et concrètement pour nous. Qu'en penses-tu? Alors, il y a depuis plusieurs temps déjà, depuis même quelques années, des personnes, des Africains, qui ont décidé, qui ont fait le choix d'abandonner les religions dites révélées, hein, comme ils disent, des religions révélées, c'est-à-dire voilà, les trois grandes religions, monothéisme, l'islam, le judaïsme. Voilà. Ils ont décidé de les abandonner au détriment des cultures, des croyances locales en Afrique. Et ça, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et moi, je suis une personne qui aime apprendre. Je suis une personne qui est ouverte à la culture. Je suis une personne qui a envie de découvrir. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, en fait, qu'est-ce que j'en pense? Ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que ces personnes-là, dans tous les cas, ils font ce qu'ils veulent. C'est le domaine de la spiritualité, c'est un domaine qui est hyper sensible. Donc, il faut juste préciser que ces personnes, c'est des gens qui font ce qu'ils veulent. Maintenant, est-ce que moi, c'est des choses que je préconise? Je pense que prier une personne comme Thomas Sankara, comme Lumumba, je pense que Lumumba, lui-même, de son vivant, il aurait certainement pas apprécié qu'on le prie, qu'on le vénère. Bon, Mobutu, lui, on le vénérait presque. C'est pas quelque chose que je cautionne, moi, de vénérer comme ça une personne, même si c'est vrai que c'est différent lorsqu'on va parler des ancêtres, etc. Il y a une culture avec les ancêtres en Afrique. Il y a une culture qui est propre en Afrique. C'est un sujet, en fait, qui laisserait place à un débat qui est vraiment énorme, en fait. Donc, ce que je peux dire, c'est tout simplement que les personnes, elles font ce qu'elles veulent. Et si elles veulent s'en rapprocher, bah, écoutez, grand bien leur face. Et le plus important, c'est que on rende, on rende sa richesse culturelle en Afrique. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Nathalie Ambe qui disait que les dieux africains avaient été dérobés et c'est pour ça que l'Afrique était appauvrie. Elle disait notamment que l'Inde, etc., ils ont gardé le shintoïsme, les pays ont gardé leur religion et ça fait que ça préserve une sorte de coercer une puissance spirituelle qui fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être détruites, que la France et d'autres pays, lors de la colonisation, ont pris les objets cultuels, ont pris des statues et que ça affaiblit l'Afrique et que c'est pour ça que l'Afrique met du temps à se relever et que du coup, il faudrait se repencher sur des pratiques de la sorte pour redonner la vigueur et la force en Afrique. Enfin, c'est un débat qui est vraiment immense, ça laisse place à beaucoup de théories. Et c'est quelque chose d'intéressant sur lequel il faudrait échanger avec des personnes qui s'y connaissent vraiment. Ce n'est pas mon cas pour l'instant, donc je préfère pas m'exprimer. Elles font ce qu'elles veulent. Grand bien à leur face. Et voilà, le plus important, c'est que l'Afrique rayonne en Donc on pourra considérer que toi, tu es aliéné, quoi. Non, en fait, comme je l'ai dit, il n'y a pas spécialement de processus d'aliénation ou quoi que ce soit. Je pense que le domaine des croyances, c'est un domaine qui est extrêmement complexe. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui font que aujourd'hui on est dans l'incapacité de tout savoir. Que ce soit la société dans laquelle on vit, que ce soit les nouveautés au niveau du monde. Je
pense que la spiritualité, c'est un domaine qui est extrêmement incompris aujourd'hui. Et je pense que les personnes qui ont la vraie connaissance de la spiritualité, etc., c'est des personnes qui sont... C'est des ermites, c'est des gens qu'on va trouver seuls dans une montagne. C'est ces personnes-là qui connaissent, entre guillemets, des choses. Je pense que c'est quelque chose de très puissant, de très complexe et de très profond. Et de l'effleurer comme ça en surface, en fait. Je vais essayer d'imager un peu pour te faire revenir. J'ai posé la question une fois aussi. Les juifs mangent kasher. Ouais. Les musulmans mangent halal. Les arabes, ouais. Musulmans, halal. Et les africains mangent de tout. Ouais. Et ça ne te titille pas un tout petit peu? Non, mais pourquoi ça devrait... Ça ne t'interpelle pas qu'il y a quand même quelque chose dans la spiritualité, quelque chose qu'on a perdu, que les Africains ont perdu, que les Africains ont perdu leur âme. Non, mais non. On peut perdre... En fait, ce qu'il faudrait juste se mettre dans la tête, c'est que aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, ce sera complexe à tous les niveaux. Si on parle purement d'un point de vue historique, c'est complexe parce que l'histoire, c'est un sujet à débat. Si on parle d'un point de vue politique, géopolitique, ça va être extrêmement complexe aussi. Et de la même manière, la spiritualité, ça va être complexe. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que si on commence à faire des recherches sur toute l'humanité, on reviendra forcément en Afrique. Quand on est le centre, comme ça, quand on est la pierre angulaire de toute l'humanité, forcément, les choses ne seront jamais simples. Forcément, quand on arrive sur des sujets peu importe, spirituels, médicaux, etc., qui tombent sur l'Afrique, ce sera forcément complexe. Est-ce que tu n'as pas peur d'affronter les choses un tout petit peu? Affronter quel... C'est-à-dire, tu soutiens Mobutu parce qu'il a appelé... Oui, il est compté parmi tes héros parce que il soutenait que les Congolais s'appellent Mobutu, ainsi de suite. Parce qu'il était panafricain, oui. Parce qu'il Très bien. Tu es d'accord avec ça? Sur ça, je suis d'accord. Tu es aussi d'accord qu'on revienne un peu sur les langues africaines, que les Africains parlent un peu plus leur langue. Oui, même qu'ils parlent beaucoup plus, même, oui. Mais sauf que tu n'es pas d'accord que les Africains reviennent sur leur religion. Non, j'ai pas dit que leur spiritualité, plutôt. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord. En fait, pourquoi je dis que c'est complexe? Et là, tu n'es pas prêt, au fait. Non, il faut savoir que pour beaucoup de personnes, ce retour, entre guillemets, à la spiritualité, c'est aussi pas mal tiré des anciens rituels égyptiens notamment, et que ça laisse place en débat parce que les personnes eux-mêmes qui sont du coup dans la pratique de ces rituels-là, eux-mêmes n'ont pas eux-mêmes n'ont pas quelque chose de clair. C'est quelque chose qui est très récent, je pense. En tout cas, moi, je l'entends depuis quelques années. C'est un phénomène qui, je pense, est très récent. Et je pense que même les personnes qui sont vraiment plongées à l'intérieur, elles-mêmes n'ont pas encore toutes les réponses. Elles sont en train de faire le lien. Moi, je pense... Tu regardes de l'extérieur, tu juges de l'extérieur. Forcément, je juge de l'extérieur. Aujourd'hui, là, on parle de l'Afrique, on pourrait très bien parler des francs-maçons, ce serait la même chose. Je juge de l'extérieur parce que je connais pas. Je suis pas en train de spécialement faire le lien, c'est juste que c'est quelque chose de nouveau. Moi, j'en ai entendu parler il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Je vais pas me jeter dans le fossé comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une personne qui... J'aime apprendre, j'aime la vérité, j'aime me cultiver. Et donc, voilà. C'est quelque chose de nouveau. Je regarde, je vois ce qui se passe, mais évidemment, je ne vais pas tout de suite aller me jeter de la sorte dans un domaine aussi complexe en plus. Tu t'intéresses à la politique? Je m'intéresse à la politique, oui. Et quand tu regardes tout autour de toi, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? En France ou... En France, que ce soit en France, que ce soit partout. Alors, en France... Je vais pas forcément être le porte-voix de toute la jeunesse parce que là, je m'intéresse à la politique depuis très peu de temps. Ouais, c'est pour cela que j'ai dit quand tu regardes tout autour de toi. Voilà. Donc, moi, je dois... En fait, on peut parler que de ce qu'on connaît. Et moi, je vais parler de ce que je connais. Moi, je grandis dans les quartiers. Et donc, forcément, là-bas, la politique, c'est pas le sujet sur lequel tous les jeunes allaient se rassembler. Mais ça encore, ça fait écho à un autre débat qui fait que les jeunes des banlieues sont-ils rejetés au pas de la société. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se sont un peu
éloignés de la politique parce qu'ils sont déçus. Ils sont déçus sans doute des politiques actuelles, sans doute parce qu'on leur fait pas mal de promesses qui n'ont pas pu être tenues, sans doute parce qu'aujourd'hui les jeunes veulent tous devenir entrepreneurs. Et je ne sais pas s'il y a une vérité absolue ou si c'est au cas par cas, mais ce que je sais c'est que il y a beaucoup de jeunes qui choisissent de s'éloigner du coup du monde de la politique ces derniers temps. Et comme beaucoup de politiciens le disent, je pense qu'il faut quand même garder en tête que la politique, c'est quand même ce qui régit notre quotidien. Si aujourd'hui la politique, si aujourd'hui le président, les politiciens, l'Assemblée nationale décident une loi, ça peut nous rendre heureux, tout comme nous rendre tristes. Ça fait la pluie et le beau temps, donc il faut garder à l'esprit qu'il faut avoir une considération pour le domaine, il faut suivre les actualités, et puis aux jeunes qui veulent s'engager parce qu'ils sentent qu'ils sont capables de changer les choses, de le faire tout simplement. Et donc voilà, il faut que les jeunes suivent en tout cas la politique, il faut que les jeunes qui veulent s'engager s'engagent, mais il y en a énormément qui décident de ne plus suivre et qui ne veulent pas s'engager. Et avec ce qui se passe, au vu de ce qui se passe maintenant, on ne peut que les comprendre forcément. Donc. Revenons un peu sur les héros africains. Ah oui. Tout à l'heure, tu as parlé de Lumumba, tu as parlé en général, les Africains citent Sankara, Lumumba, Mandela. Et je me pose toujours une question. Pourquoi les héros africains étaient-ils non violents? Ils étaient tous victimes des violences. Ils ont été tapés, tués, violés, matraqués, emprisonnés, je ne sais pas. Et quand on vient ici en Occident, on remarque que les héros ici, en général, tu trouveras Colbert, tu trouveras le roi Léopold II. Pourquoi cette différence? C'est une question, ça c'est super intéressant parce que j'en ai parlé il y a quelques jours. Et alors moi je vais donner une réponse. Je sais pas, j'en ai parlé il y a quelques jours avec un ami, je sais pas pourquoi. C'est toujours le même scénario comme au Congo, au Burkina Faso, où la personne pacifiste est là, puis elle se fait trahir par un proche qui lui va rester des décennies au pouvoir et qui va avoir un règne ultra sanglant. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est quelque chose de révoltant parce que, comme Frantz Fanon le disait, ce genre de libération, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher de gré ou de force. Et c'est vrai qu'à force de vivre ce genre de situation, on a envie que la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui se lève, il se lève vraiment, ou alors d'une sorte de coalition, une émergence où plusieurs chefs d'État africains se lèveraient en même temps. Et à partir de là, ça pourrait peut-être créer quelque chose. Mais sincèrement, j'ai pas la réponse à cette question. J'en parlais récemment. C'est quelque chose qui est sidérant, voire décourageant. Et c'est quelque chose, il faudrait que ça change tout simplement. C'est pour cela que tu as choisi comme héros Mobutu. Non, en fait, déjà, non. Il faut préciser que Mobutu, j'en ai pas parlé comme héros. C'est une figure, en fait. Il fallait choisir une figure. Moi, quand on me demande de choisir une figure, je vais prendre une figure qui est dans mon pays. Dans mon pays, le personnage le plus important, c'est Lumumba. Après Lumumba, le personnage le plus important, c'est Mobutu. Les gens, ils vont essayer de dissimuler le débat, etc. Mais après Lumumba, c'est Mobutu. Et même si c'est une personnalité qui est vraiment tabouisée aujourd'hui, il faut reconnaître ce qui a été fait de bon. J'appuie dessus parce que beaucoup de personnes vont me retomber dessus. Je ne suis pas pro-Mobutu, je ne suis pas mobutiste. Il a fait des choses qui sont horribles. Il y avait la corruption, il y avait des pendaisons publiques, il y a eu des meurtres, des assassinats. Il a tenu le pouvoir pendant X années. C'est des choses qui sont vraiment affreuses. Moi, j'essaie vraiment de faire la part des choses et de prendre le côté qu'il avait où il voulait redonner son identité à son pays, où il voulait que réellement son pays soit ancré de nouveau dans ses origines. Et tout comme Kadhafi, tout comme plein de personnes, il y avait beaucoup de mal. Mais moi, quand je parle d'une figure, je parle de ce qu'il a fait en tant que chef d'État. Peut-être que si Lumumba était chef d'État, il aurait fait la même chose. Ce serait de Lumumba que je parlerais. Mais là, en l'occurrence, c'est Mobutu qui a fait ces choses-là. Et pour cette partie de ce qu'il a fait, c'est pour ça que je parle de Mobutu. D'accord. On est arrivé à la fin de l'échange. Ouais. Si tu as un dernier mot, un conseil, un livre à conseiller, tout ce que tu veux. Alors, j'ai juste envie, du coup, pour la fin très rapidement, on a beaucoup parlé des jeunes qui sont en train d'entreprendre, qui font un travail. Et je voudrais juste inviter, du coup, les personnes qui nous écoutent ou les personnes qui nous regardent
à aller regarder le travail de certains jeunes, de certaines personnes. On a énormément de personnes qui s'investissent pour l'Afrique. En France, on a du coup Madame Kalala qui a fait le salon Congo à Paris, où on s'est vu d'ailleurs pour la première fois. Ouais, On a Régis Mutombo qui fait le salon Business Africa. On a énormément de personnes aujourd'hui qui peuvent aider les personnes qui le veulent à connaître l'histoire de l'Afrique, qui sont panafricaines. Nathalie Amb, Kémy Seba, Sali Alassane. Il y a plusieurs personnes. Il faut chercher à se documenter. Il y a ma collègue journaliste qui s'appelle Sephora. Elle a le média SLK News. Elle travaille énormément. Elle travaille beaucoup sur l'actualité, sur tout ce qui se passe en Afrique. Elle travaille beaucoup. J'aimerais vraiment vous inviter à aller voir son travail. J'ai mon ami qui s'appelle Willy Elfedge qui a fait un livre qui est magnifique. C'est ma plus belle lecture de ce début d'année, Quand les lucioles s'arrêtent de briller. Où il relate les événements pendant la guerre à Brazzaville, des événements qu'il a vécu. Il a fait un livre qui est tout simplement j'espère qu'on l'invitera aussi pour parler. Oui, pourquoi pas. Je lui passerai le mot. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il parle. Il a des choses à dire. Son livre, il est magnifique. Et enfin voilà, j'ai mon ami Michael Banzé qui a fait sa marque de champagne. Il y a quelques années, moi, je voulais investir. Je voulais investir dans les vignobles, etc. Je m'étais dit que c'était quelque chose qui était assez compliqué quand on était noir, et puis j'avais mes occupations à l'époque, et il y a quelques temps je l'ai rencontré, lui il l'a fait, il est allé jusqu'au bout, et quand je l'ai vu et qu'on a échangé, je lui disais qu'il était vraiment une source d'inspiration pour moi, parce que c'est un domaine où beaucoup de personnes veulent se lancer, c'est des personnes où il y a beaucoup de rétractation, parce qu'on se dit que ça va être compliqué, il y a une charge de travail énorme, et lui il l'a fait, aujourd'hui il a sa marque, et franchement je voudrais inviter toutes les personnes non seulement à vous cultiver sur le panafricanisme, mais aussi à aller encourager, aider les jeunes personnes comme celles que je viens de citer, qui entreprennent, qui sont en train de vouloir donner un nouvel élan à leur pays, qui sont en train de vouloir générer de la richesse pour le continent. Et donc voilà, pour moi ce sera le mot de la fin. Et puis voilà, la prochaine, éventuellement, si Junior veut toujours de moi, bien sûr, je reviendrai. Et puis, soyez gentils dans les commentaires. Je sais qu'il y a des choses qui ont dit, qui seront sans doute mal comprises. On a peut-être pas eu le temps de tout aborder. On reviendra dans les détails. Et puis voilà, prenez soin de vous. On aura l'occasion, on t'invitera pour une prochaine fois, et c'est toujours intéressant. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. À bientôt. Okay.